Et bonjour à tous et merci Pablo pour cette introduction. Donc comme l'a présenté Pablo, Nathan de Tiga et moi de Yoann de Xebia, on va vous présenter maintenant une partie plus organisationnelle, une partie plus gestion de nos projets data. Sous la question un petit peu provocatrice, c'est pourquoi est-ce qu'il faut gérer son projet data comme une startup va gérer son produit. Avant d'en arriver à cette phase-là et cette conclusion-là, on va vous présenter les erreurs typiques, classiques, qui sont généralement menées quand on mène nos premiers projets data, pour ensuite vous délivrer une démarche en laquelle on croit, qui va être pragmatique pour une bonne réalisation de vos projets et une bonne capitalisation dessus. Donc on va déjà commencer à réfléchir à c'est quoi ces fameuses 3 erreurs qu'une entreprise va potentiellement faire quand elle démarre un projet data. Mon entreprise, elle est pleine de bonne volonté. Elle voit tout le virage qu'il faut prendre du côté du big data, du machine learning. On veut investir dessus, on veut se mettre dedans. La première erreur typique, c'est de mettre la charrue avant les bœufs, entre guillemets. C'est d'essayer de réfléchir à il paraît que le data lake, donc l'entrepôt de données, c'est la solution qui va me permettre de répondre à tous mes usages. Donc en fait, je vais commencer à construire un data lake et à mettre toutes mes sources de données dedans. Je vais mettre tout ce qui vient de mes mainframes, tout ce qui vient de mes sources de données de transactions qui arrivent en temps réel. Toutes les informations que je peux recueillir, je les mets dans mon data lake et ensuite je vais après réfléchir à mes use cases, comment est-ce que je vais utiliser ma donnée. Ça en fait, en général, ça amène à ce qu'on appelle un marécage de données. Je veux commencer à démarrer mon premier use case, mon premier projet, et là je me rends compte que même si j'avais voulu tout mettre dans mon data lake, il y a des sources qui me manquent, il y en a auxquelles je n'avais pas pensé, ou les formats de données n'est pas adapté, ou je ne sais même pas où se trouve la donnée parce que j'ai tout organisé de manière un petit peu aléatoire. Voire même, il faut que j'intègre de la nouvelle donnée, typiquement de l'open data, etc. Donc en fait, cette idée de mettre tout au même endroit avant même de réfléchir aux usages, c'est une erreur commune qu'il faut absolument éviter. Et donc la bonne pratique en général, c'est on va d'abord réfléchir à nos projets, à nos use cases, et puis alimenter notre data lake, notre entrepôt de données, en conséquence au fur et à mesure. Et donc là, on a directement la bonne réflexion sur quelles sont les bonnes sources de données qu'il me faut, quel est le bon format, comment est-ce que je vais les utiliser et potentiellement comment est-ce que je vais pouvoir agrandir tout ça avec de nouvelles données pour des prochains use cases ou pour l'alimenter. Donc ça, c'est vraiment l'erreur commune numéro 1. Deuxième erreur, maintenant j'ai à ma disposition toute la donnée, c'est très bien, je veux démarrer un premier projet à connotation data science. Eh bien, on va laisser nos amis les data scientists réfléchir, utiliser la donnée, explorer, faire des modèles, itérer, etc., etc. Et là, on part en fait sur une période potentiellement de plusieurs mois, de 6 mois, d'1 an presque, parce que la data science, il y a un caractère exploratoire qui est inhérent à ce domaine. Ça veut dire qu'il faut absolument comprendre la donnée en profondeur, comprendre toutes nos sources de données, comprendre statistiquement est-ce que ça a de la valeur, faire des modèles, réfléchir, itérer et améliorer au fur et à mesure. L'erreur commune, c'est de ne pas limiter cette phase exploratoire, de ne pas limiter cette partie data science dans le temps, et ne pas réfléchir à sa mise en production. Ça veut dire qu'on va réfléchir pendant 6 mois à la bonne réalisation, et dès que le data scientist il a terminé, il sort la tête de l'eau, il va fournir son modèle et en fait c'est pas du tout utilisable en production, ça ne passe pas, ou alors ça ne répond pas à mon besoin. Donc ça c'est vraiment une erreur à essayer d'éviter de commettre. On va plutôt chercher à limiter dans le temps les phases d'exploration, quitte à itérer et à élargir notre scope d'études au fur et à mesure. Et puis, penser mise en production dès le départ. C'est-à-dire que dès les premières itérations, je vais mettre en route toute la chaîne logicielle pour mettre en production, pour confronter à mon utilisateur final les solutions. Ok, donc notre entreprise, elle a passé 6 mois, 1 an à constituer son data lake. Ça a été laborieux, elle a fini par arriver à quelque chose, elle a enfin toutes ses données. Bon, comme vient de le dire Yoann, en fait, quand on a vraiment mis des data scientists au travail dessus, ils se sont rendus compte qu'il leur manquait des données ou que ce n'était pas au bon format. Donc du coup, on a de nouveau perdu 6 mois, 1 an, puis ils ont cherché à mettre en place un algorithme, un nouveau modèle. Ça a encore une fois été laborieux puisqu'on ne leur a pas donné d'objectif de production. Mais au bout d'un moment, on a fini par y arriver, on a déjà perdu 2 ans de projet, mais on arrive enfin à un super modèle. On arrive à un niveau de précision exceptionnel, on prévoit parfaitement ce que l'on veut. Problème, en fait, on se rend compte que l'impact de tout ceci, il est nul. Il est nul parce qu'en fait, on a commis une erreur, c'est qu'on ne s'est pas posé la question de comment mon modèle va être utilisé, comment je vais le rendre actionnable, comment est-ce qu'il va s'intégrer à mes process, à mon organisation actuelle, pour arriver à apporter la valeur qu'on espérait de sa part.
Donc quand on regarde ces 3 erreurs-là et la présentation qu'on vous en a faite, ça peut paraître un petit peu caricatural, mais vous n'avez pas idée du nombre de cas où auxquels on a été confrontés, où on a vu des projets faire l'une, deux, voire ces 3 erreurs-là. Et en fait, quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte que c'est quoi ces 3 erreurs-là? En quoi elles consistent? Elles consistent à, tout d'abord, ne pas partir d'un problème utilisateur. Elles consistent également à mettre en place une solution technique pour tous les usages, même ceux qu'on n'a pas encore envisagés, mais on veut être absolument sûr que ça va être capable de tout absorber. Et la 3e erreur, c'est de se dire qu'on va attendre d'avoir une version finale pour pouvoir mettre en production. Mais en fait, ces 3 erreurs-là, elles rappellent beaucoup les erreurs qui étaient commises par les startups au moment de l'éclatement de la bulle Internet, et qui ont donné donc des échecs que vous connaissez. En réaction à ça, il y a eu une nouvelle discipline qui a été créée, qui s'appelle le Product Management. Et le Product Management a pour objectif justement d'aller à l'encontre de ces mauvaises pratiques-là pour arriver à faire un produit qui est performant. Et ce produit-là, il s'inspire de notamment ces 3 méthodologies-là, qui sont le Design Thinking, le Lean Startup et l'agilité, pour permettre justement d'apporter la valeur promise. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ces 3 méthodologies, ce n'est pas l'objectif, il y a tout un tas de littérature sur le sujet. Mais ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est de voir comment en fait, on peut s'inspirer de ces bonnes pratiques qu'ont mises en place les startups les plus performantes pour arriver à rendre leur projet data science efficace. Donc on va maintenant rentrer dans le détail de cette méthode qu'on vous propose, de cette démarche à adopter pour éviter ces erreurs-là. Les utilisateurs n'en ont rien à faire de la technologie si celle-ci ne permet pas de résoudre un problème spécifique de manière supérieure à ce qui a été présenté jusqu'à présent. Ça peut paraître une évidence, mais en fait on se rend compte que justement dans les entreprises, on a tellement envie de faire du big data, de faire de l'intelligence artificielle, de faire du deep learning, puis on a peur parce qu'on se dit qu'on va se faire disrupter si on ne le fait pas, qu'en fait on en oublie d'aller chercher justement ce problème-là qu'on va être capable de résoudre de manière supérieure grâce à cette technologie-là. Donc ça va être notre première focalisation, identifier cette problématique-là. Et pour ça, il n'y a pas de secret. En fait, ce qu'il va falloir faire, ça va être d'identifier parmi les objectifs stratégiques quels sont les leviers d'action qu'on va pouvoir optimiser grâce à la data. Et pour ça, en fait, on va avoir besoin de profils qui vont avoir la capacité à comprendre aussi bien donc, les enjeux business, les enjeux organisationnels, ces problématiques-là, ces objectifs stratégiques qui ont été fixés, et également les mécanismes data pour être capable de faire le lien entre les deux et pouvoir formuler ces problématiques. Et pour arriver à faire ça, il n'y a pas de secret non plus. C'est justement toutes ces méthodes-là inspirées du design thinking qui vont être donc la compréhension. Pour arriver à une compréhension des besoins, ça va être via des interviews, des observations in situ, des vies-ma-vie, pour vraiment créer une empathie par rapport à la réalité de l'entreprise, les besoins utilisateurs et définir ces problématiques-là. Une fois qu'on a bien nos problématiques qui sont carrées, qui sont bien définies, on va faire une phase d'idéation. C'est-à-dire qu'on va chercher à générer un maximum d'idées. Des idées qui vont pouvoir répondre à cette problématique-là autour de la data. Et j'imagine que vous avez déjà mené tout un tas d'ateliers d'idéation dans vos vies professionnelles. Et l'une des bonnes pratiques, on dit, c'est de mélanger les profils, d'avoir aussi bien des opérationnels, des managers, des personnes techniques, etc. Mais en fait, on se rend compte que c'est quand même pas évident de faire réfléchir les gens sur des problématiques data, d'arriver à imaginer des solutions data sur des problématiques stratégiques lorsqu'on a très peu de connaissances soi-même sur la data. Donc il y a un gros travail de sensibilisation à ces problématiques-là, où on va amener l'ensemble des acteurs qu'on va mettre autour de la table, via une courte formation, un court entraînement, à se familiariser avec ces idées-là, à comprendre la manière de fonctionner, pour leur permettre de faire naître un maximum d'idées. Et enfin, donc, du coup, pendant cette phase-là, on va faire émerger un maximum d'idées, donc via des ateliers qui sont assez rodés, et on va arriver donc, du coup, à tout un tas d'idées potentielles. Bien évidemment, on ne va pas pouvoir toutes les attaquer, donc on va faire une phase de convergence. Et cette phase de convergence, elle consiste aussi bien en fait, à faire une sélection parmi les idées, donc via un arbitrage valeur-complexité assez classique, mais également en fait, à identifier quelles sont les hypothèses qu'on va chercher à vérifier dans la phase de prototypage que Johan va vous présenter. On dit souvent qu'une image, ça vaut mieux que 1000 mots, mais on va aller un cran plus loin. On va se dire qu'un prototype, ça vaut beaucoup plus qu'un millier de réunions de cadrage et de préparation. Donc on va pousser cette idée assez loin. On va passer cette partie de prototypage. On va réfléchir à
ok, j'ai mon use case, j'ai mes use cases, ils sont priorisés. J'ai listé dans la phase d'idéation aussi la liste des hypothèses qu'il faut que je valide à minima pour valider que ce use case a une vraie valeur business. En fait, on a réfléchi à potentiellement ça a de la valeur, mais on n'a pas réfléchi à est-ce que c'est réalisable techniquement. Donc cette partie prototypage, on va la faire pour chaque use case, la faire durer sur l'équivalent d'un sprint, on va dire 2 semaines, pendant laquelle on va s'abstraire de toutes les contraintes de mise en production, toutes les contraintes d'architecture. Ce n'est pas forcément le but ici. Le but, c'est de répondre à une question. Est-ce que ça vaut le coup d'investir sur ce use case? Est-ce que ça vaut le coup que je mette une architecture et une équipe dédiée pour sa réalisation? Donc pour ça, sur ces 2 semaines-là, on va aller regarder la donnée, voir si les données sont présentes, voir si elle est statistiquement viable, faire éventuellement des premières modélisations, pas forcément dans le but d'avoir le meilleur modèle prédictif possible, mais juste de valider et de répondre à la question est-ce que je peux répondre à ma problématique. En 2 semaines, en un sprint, on va essayer de briser toutes ces hypothèses et on va essayer de répondre à ma question est-ce que ça vaut le coup d'investir dessus et donc d'éviter tout risque possible, en tout cas les plus gros risques à investir sur ce use case-là. À la fin, du coup, on a un go-no-go qui nous permet de dire non, là, j'ai vraiment pas assez d'informations, il va falloir que j'itère plus, que j'agrège plus de données. Ou alors, oui, j'ai ce qu'il me faut, j'ai validé les plus grosses hypothèses, en tout cas les plus critiques, pour passer une partie vraiment réalisation. Cette partie réalisation, elle ne démarre pas tout de suite. On va réfléchir à une phase suivante qui est l'architecture. On va faire une phase qu'on appelle l'extrême architecture. Ça veut dire qu'en quelques jours, on va réfléchir à quelle est l'architecture cible idéale pour mettre en production mon use case. Donc encore une fois, on va éviter de tomber dans le problème de partir sur le projet pendant 6 mois, puis ensuite d'essayer de mettre en prod et de ne pas y arriver. On va directement réfléchir à comment est-ce que je vais mettre en production ce use case pour lequel j'ai validé les principales hypothèses. Cette architecture, cette phase, elle est assez rapide. On va passer quelques jours à réfléchir à c'est quoi mon architecture cible pour mettre en production ce use case-là, tout en réfléchissant à ok, si j'ai des nouveaux use cases, comment est-ce que je peux la mettre à jour facilement? Donc on va avoir une architecture qui est la plus simple et rapide possible à mettre en place, tout en gardant en tête que si je veux passer à l'échelle, si je veux agréger plus de données, si je veux faire plus de use cases, ce sera simple à mettre en place et à passer à l'échelle. En tout cas, cette architecture doit être la plus rapide et simple possible à mettre en place pour commencer concrètement à réaliser. Ok, donc à ce stade, on a défini pourquoi on veut faire ce use case. D'accord, on sait la problématique à laquelle on veut répondre. On sait également comment, globalement, on est arrivé à dérisquer, en tout cas grâce au prototype et à l'extrême architecture, la manière de procéder. Maintenant, il reste à savoir, en fait, pour qui on va le faire et comment on va apporter justement cette valeur-là. D'accord ? Et c'est là le but de toute cette étape. Alors pour ça, on se sert d'une méthode qui a été inventée par Google, qui s'appelle le Design Sprint, où l'idée, en fait, c'est d'arriver justement à constituer un prototype, cette fois-ci UX, de la manière dont va être représenté le résultat de notre modèle auprès de l'utilisateur final. L'objectif, là, ça va être vraiment de s'assurer justement, d'éviter la troisième erreur qu'on a vue tout à l'heure, de s'assurer que le résultat de notre algorithme est utilisable, que les personnes qui sont censées l'utiliser le comprennent et ont une capacité de le rendre actionnable. Je vais vous donner un exemple auquel on a été confronté. On a travaillé sur un algorithme de scoring produit. D'accord ? C'est l'un des cas les plus simples. L'idée, c'est tout simplement de dire, pour une entreprise, j'ai 3-4 produits et je veux que pour l'ensemble de mes clients, avoir un score d'appétence vis-à-vis de chacun de ces produits. D'accord ? Donc le client A a un score d'appétence de 80% pour le produit 1, de 20% pour le produit 2, etc. Sur papier, ça semble génial. Il suffit de donner ça aux commerciaux et puis donc du coup, ils savent quel client targeter, ils savent quel produit vendre à quel client, etc. En fait, on s'est rendu compte pendant cette phase-là que ce score-là n'était pas du tout utilisable en tant que tel. Il n'était pas du tout utilisable déjà parce que le commercial ne comprenait pas d'où il sortait et donc n'avait pas confiance en lui et n'avait pas envie de se baser là-dessus. Et puis surtout, même s'il lui faisait confiance, en fait, il ne savait pas comment il était constitué et pourquoi le client était intéressé par tel ou tel produit. Et donc en fait, il n'avait aucun argument commercial à apporter pendant toute sa démarche. Et donc en fait, on s'est rendu compte que bien plus que ce score-là assez brut à apporter, ce qui était intéressant, c'était d'expliquer en fait comment l'algorithme était arrivé à un tel score. Est-ce que c'était dû par rapport à son historique d'achat, par rapport à son secteur d'activité, par rapport à la communication qu'il fait sur son site web, par rapport à un comportement similaire, etc. etc. Et ça, c'était réellement actionnable. D'accord ? Donc cette phase-là, comment on fait ? C'est quelque chose d'assez normé. Pareil, il y a pas mal de littérature dessus, je vous laisserai vous renseigner si vous le souhaitez. Mais dans l'idée, bien sûr, on part d'une empathie utilisateur, donc d'une compréhension, on interviewe les utilisateurs, on fait naître les problèmes. On cherche ensuite à faire une maquette, d'accord, de concrètement à quoi va pouvoir ressembler le résultat
la manière dont on va présenter le résultat de notre modèle. Et ensuite, on va très rapidement le confronter à des utilisateurs réels, sous la forme de prototypes qui doivent ressembler à un produit réel. Et on va récolter leur feedback et on va chercher à améliorer ensuite on va itérer jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat qui est satisfaisant. Donc là, ça y est, on a levé quand même toutes les incertitudes qu'on pouvait lever. On n'est bien sûr jamais sûr de rien, mais on a quand même une bonne vision de ce qu'on veut faire, de la manière dont on va apporter cette valeur. Et là, maintenant, il est temps de passer à la phase de réalisation, réellement de mise en production, d'industrialisation. Il y a cette phrase-là que j'aime beaucoup et qui est un petit peu notre mantra, c'est « Un projet est un échec si personne n'est arrivé à trouver une meilleure idée pendant sa réalisation que ce qui était initialement prévu. » D'accord ? Et donc, il faut bien se rendre compte qu'en fait, lorsqu'on parle de data science, on est dans un environnement qui est extrêmement incertain. D'accord ? On a beau avoir fait toute cette étude en amont-là, il peut y avoir toujours des opportunités ou des inattendus. Donc, tout l'objectif de ce qu'on va mettre en place en termes d'équipe que de process, ça va être justement ça, ça va être de permettre aux nouvelles idées d'émerger et de permettre d'améliorer par rapport à notre idée initiale. D'accord ? Donc, au niveau de l'équipe, ça a déjà été brièvement présenté par Pablo, d'accord ? Il y a quand même un minimum. L'objectif, c'est que cette équipe-là, elle doit être entièrement autonome et pluridisciplinaire. Elle doit être capable d'apporter justement ce supplément de valeur à chaque fois. Donc le minimum, c'est la ligne du haut, c'est data scientist, data engineer et product owner. D'accord ? Ça, c'est vraiment le cœur qui va permettre justement de créer notre modèle, de l'alimenter avec des nouvelles données et de le mettre en production. Par expérience, on s'est rendu compte qu'il y avait deux profils qui étaient intéressants d'avoir également dans ces équipes-là, notamment lorsqu'on est dans des environnements avec des mises en production qui sont complexes ou dans des environnements avec des données extrêmement sensibles, c'est d'avoir un expert DevOps, c'est-à-dire vraiment outillage, mise en production, et un expert sécurité. Et en bas, vous avez des profils un petit peu plus classiques qui peuvent paraître un petit peu surprenants sur un projet data, mais en fait, ça rejoint l'étape précédente qu'on avait dite. C'est-à-dire que si on rentre dans un optique réellement d'apporter cette valeur-là, il va falloir qu'on crée un produit. Il va donc falloir qu'on crée une interface, que ce soit une interface pure ou que ce soit via un lien dans un outil qui est déjà existant. Mais en tout cas, donc, du coup, on va commencer à avoir des profils d'un développement web plus classique, des développeurs back, des développeurs front et des UX et des UI. Au niveau du process, on va vraiment fonctionner donc, selon l'agilité, en sprint de 2 semaines, avec un objectif très clair. C'est très rapidement arriver avec une première version en production et permettre de livrer très régulièrement, donc toutes les 2 semaines, une nouvelle version en production qu'on va améliorer grâce au feedback qu'on va pouvoir récolter à chaque fois. Les feedbacks, c'est aussi bien des feedbacks des utilisateurs que des feedbacks qu'on va pouvoir, numériques, j'ai envie de dire, qu'on va pouvoir récolter sur la performance de notre modèle et qui va permettre d'orienter les travaux qu'on va faire pendant le sprint prochain. Donc à ce stade-là, on est arrivé, ça y est, on a fait de notre premier projet un succès. On est arrivé à apporter la valeur que l'on voulait apporter. Et donc, assez rapidement, on va se poser une nouvelle question. Qu'est-ce qu'il y a après? Comment on va passer à l'échelle? Comment on va passer justement de ce projet-là qui fonctionnait un petit peu en mode task force à une équipe complète qui va pouvoir un petit peu rayonner dans l'entreprise, ce passage à l'échelle pour pouvoir apporter la data aux différents niveaux de l'entreprise. Donc j'ai mon use case réalisé, mis en production, qui est satisfaisant. Comment est-ce que maintenant je capitalise là-dessus pour en réaliser peut-être plusieurs en même temps, en parallèle? Comment est-ce que je fais grandir toute cette organisation pour en faire un succès plus global? Il y a plusieurs aspects à prendre en compte. On va parler organisation, capitalisation et gouvernance de toutes ces informations. Quand on veut monter plusieurs projets d'un seul coup, faire réaliser plusieurs use cases, ça veut dire qu'on va faire grandir l'équipe. Ça veut dire que potentiellement, on va avoir plusieurs data scientists, plusieurs data ingénieurs, bref, une équipe qui est de plus en plus complète. Il y a plusieurs manières de les organiser. Soit on va centraliser tout le monde sous une forme de centre de compétences, de task force, où en fait tous les projets data vont être réalisés au même endroit. Ou alors, on va localiser les différentes équipes qui sont autonomes au sein des entités métiers. Ça, il n'y a pas forcément une seule bonne solution. L'idée clé auquel il faut penser, c'est comment est-ce que je peux avoir le feedback le plus fréquent possible avec mon utilisateur final, avec le métier. C'est vraiment la question clé. Dans un projet data science, si je n'ai pas le feedback régulier de l'utilisateur, du métier, le projet est certainement voué à l'échec. Donc ça veut dire que c'est peut-être plus facile de localiser l'équipe de développement au sein de l'entité métier pour avoir à disposition
la personne référente métier, la personne référente d'un point de vue utilisation, qui soit à disposition pour répondre à toutes nos questions en direct et sans avoir à les faire déplacer dans ce centre de compétences. C'est une manière de faire. Par contre, ce qui va être absolument primordial, c'est tout ce qui est échange entre les équipes. Ça veut dire que si mes équipes elles sont localisées aux différents entités-métiers, il faut absolument prévoir par semaine ou par sprint, 1 à 2 journées d'échange ou de colocalisation ou de pratiques de développement de pair programming, de code review sur les différents projets pour capitaliser sur les connaissances des autres équipes et sur les choses qui ont été acquises pour justement aller plus vite et ne pas repartir de zéro à chaque fois. Donc on en vient à notre deuxième partie, c'est comment je capitalise. Comment est-ce que, quand je démarre un nouveau projet, sachant que j'en ai déjà réalisé d'autres, comment est-ce que je fais en sorte de ne pas repartir de zéro? Comment est-ce que je capitalise sur ce qui a déjà été fait? Bon bah là, une manière, il y a deux grandes parties sur ces sujets-là. Il y a ce qu'on va appeler le knowledge, l'échange de connaissances. On va mettre en place ce qu'on appelle un knowledge repository, centraliser au même endroit la connaissance métier sur les données. J'ai travaillé sur une problématique de churn par exemple, et maintenant je vais bosser sur une problématique de scoring produit. Bah, peut-être que je vais bosser sur les mêmes sources de données. Ce n'est pas forcément le même objectif, mais il y a certaines sources que je vais réutiliser. Je vais essayer de savoir ce que les autres équipes ont fait sur ces données-là, quelles sont les hypothèses qu'ils ont déjà validées, quelles sont les questions qui sont posées, quels sont les pièges à éviter, en allant chercher ce fameux knowledge repository, c'est cet entrepôt où je vais juste dire quelles sont les différentes pratiques qu'on a réalisées sur ces données-là ou sur ces use cases-là. Comme ça, je ne repars pas de zéro sur la connaissance de ma donnée. Autre chose, c'est un point de vue de développement. Je vais essayer de capitaliser sur ce qui a déjà été développé. Comme l'a montré Pablo dans les différentes phases d'un projet data science, une phase par exemple qui est primordiale, c'est la partie feature engineering. C'est comment est-ce que de ma donnée brute, je vais tirer des caractéristiques qui peuvent me permettre d'alimenter mon modèle de machine learning. Je vous prends un exemple. J'ai dans ma colonne de transaction une colonne qui est les timestamps, la date et l'heure de la transaction. En général, quelque chose qui est très classique, c'est d'extraire de cette information l'heure, le jour de la semaine, est-ce que je suis en week-end ou pas, est-ce que c'est des vacances scolaires ou pas. Ça, c'est des informations qu'on va donner à notre modèle. Cette information, elle n'est pas forcément uniquement dépendante de mon use case à moi. Je vais pouvoir la réutiliser dans un autre use case. Ça veut dire que ces développements, ces choses qui ont été réalisées sur un projet, il faut que je les fasse centraliser, que je mette à disposition la donnée, les nouvelles tables qui ont été créées, les nouvelles connaissanes, pour que quand je réalise mon nouveau projet, je puisse piocher dedans directement, sans avoir à tout recommencer de zéro, sans avoir à tout redévelopper. Ça, c'est souvent un cas qui est fréquent. Donc du coup, je peux capitaliser sur les développements et la connaissance qui a été acquise des différents projets pour ne pas repartir de zéro dès le départ. Ok, et le troisième et dernier point dont on aimerait vous parler là pour ce passage à l'échelle, cette mise à l'échelle, c'est mettre en place ce qu'on appelle une gouvernance de projet data. Donc concrètement, en quoi ça consiste? C'est un arbitrage en fait pour arriver à définir quelles équipes vont travailler sur quel sujet, généralement selon un arbitrage valeur-complexité, toujours le même. Cependant, ce qui est plus intéressant en fait, c'est de se poser la question de comment on l'alimente justement cet arbitrage-là. Il y a 3 éléments qui nous semblent vraiment cruciaux. Le premier, c'est de mettre en place une démarche qu'on appelle de continuous discovery. L'idée, en fait, c'est de faire en sorte que ces 4 premières étapes qu'on vous a présentées, d'accord, donc avec la définition du problème, le prototypage, etc., on va le faire de manière permanente, en fait, dans l'entreprise, pour arriver à chercher toujours des nouveaux use cases potentiels et arriver déjà à les évaluer, à évaluer leur faisabilité et la valeur qu'ils peuvent apporter. Le deuxième point, c'est une analyse des gains marginaux. Ça, en fait, on se rend compte que dans l'ensemble des projets data science, il y a toujours une courbe de performance qui est toujours la même, en fait. Ça suit un peu une forme en S comme ceci, avec un démarrage relativement lent, puis ça augmente très rapidement avant de plafonner. Et donc il faut être capable de justement identifier ce moment où ça commence à plafonner pour pouvoir arriver à dire « Ok, ça suffit, on a suffisamment travaillé sur ce use case-là, il est temps de passer à un nouveau ». Le troisième, et ça fait un lien direct avec ce qu'a présenté Johan juste avant, c'est sur cette partie-là de capitalisation. C'est-à-dire que le premier projet data est toujours le plus complexe et celui qui va coûter le plus cher, tant en temps, en argent, en infrastructure, en tout. Donc en fait, l'idée, ça va être de réellement chercher quels sont les use cases périphériques sur lesquels on va pouvoir construire, qui sont proches de ceux qu'on a déjà réalisés, ceux sur lesquels on a déjà acquis la connaissance, pour pouvoir réaliser du coup un use case qui est très performant. Ok, donc vraiment le message qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui, c'est que ça fait à peu près 6 ans, 7 ans qu'on entend parler de Big Data, et on voit que là, on arrive à un certain niveau de maturité. D'accord ? On se rend compte que les problématiques ne sont plus uniquement techniques. D'accord ? Elles deviennent réellement humaines,
opérationnel, organisationnel, business, etc. Il y a 5 ans, Dan Ariely disait « Le big data, c'est comme le sexe chez les adolescents ». Tout le monde en parle, personne ne sait vraiment comment on le fait, mais comme chacun est persuadé que les autres le font, tout le monde dit qu'il le fait. Il est peut-être temps de passer à l'âge adulte. Merci. On a un petit temps si vous avez des questions. Oui. Et moi j'ai une question. Autour de ces notions d'agilité, on voit que les projets data sont très focus agile. Il manque toujours et systématiquement le volet post-projet. C'est-à-dire que là on voit comment le projet arrive jusqu'en production, on voit des équipes avec des DevOps, avec des développeurs. Et puis une fois que le projet est terminé, on passe au projet d'après et ainsi de suite. Comme si finalement c'était terminé, on s'arrêtait. Le but était de changer très vite, et puis le volet run est complètement occulté. Et du coup, là, moi, ma question, c'est une fois qu'on a fait son projet data, qui a bien réussi, qu'on l'a mis en production, eh bien, comment on le maintient dans le temps, comment on le fait vivre, sachant que c'est souvent pas les mêmes équipes qui vont rester scotchées sur le produit, et celles qui ont le plaisir de faire évoluer l'entreprise. Il y a deux notions essentielles là-dessus. C'est clair qu'une fois qu'on est en production, c'est pas terminé et on arrête là, on passe à autre chose. Il y a une chose dans le développement logiciel qui dit que celui qui le construit, c'est celui qui doit le maintenir. C'est-à-dire que c'est pas forcément la meilleure pratique de mettre à disposition à une équipe de prod la gestion après des résultats du modèle et des performances. C'est-à-dire que le data scientist, c'est la meilleure personne placée pour évaluer les performances du modèle et voir s'il faut enclencher une nouvelle stratégie. Alors, cette approche n'a pas de réalité économique. C'est-à-dire que s'il faut à chaque fois qu'on réalise un produit, l'équipe qui a fait le produit maintienne ce produit, ça veut dire qu'économiquement, c'est pas du tout viable, puisqu'on va se retrouver avec autant d'équipes que de produits. Ouais. Et pour une start-up qui a un seul produit, elle est deux produits parce qu'elle grandit, on peut imaginer que l'entreprise est complètement focalisée sur ce produit, et ça peut marcher. Pour une entreprise qui a N produits, économiquement, c'est pas crédible. Après, bon, ça, c'est un data scientist va être la meilleure personne placée pour répondre aux questions typiques de son modèle. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est qu'il y a toute une usine logicielle à mettre en place qui n'est pas classique par rapport à du développement de software que je dirais classique sur comment est-ce que je vais gérer l'après de mon modèle. Ça veut dire qu'il faut mettre en place tout un ensemble de monitoring, de validation de KPI métier pour observer la performance du modèle dans le temps, voir si ça ne se dégrade pas, de mettre en place des mécanismes de réentraînement de mon modèle automatique en fonction d'un certain nombre de seuils dépassés ou pas, qui permettent d'automatiser tout ça et donc de minimiser justement l'impact de ces personnes-là. Et donc comment vous financez les astreintes des gens qui doivent être sous astreinte, puisque si le modèle explose au milieu de la nuit, il va bien falloir qu'un développeur ou l'une des personnes des équipes intervienne. Et donc elle est payée sous astreinte cette période, cette personne. Et donc si vous devez payer autant d'astreintes que d'équipes de développeurs que vous avez, économiquement, je ne sais pas comment vous faites. Je vais vous donner une manière qu'on fait en général, et je ne sais pas si ça répond à toutes ces questions-là. Mais par exemple, quand je dis qu'il faut avoir des systèmes automatiques qui vont me permettre de réentrer le modèle pour mettre à disposition une nouvelle version parce que ça se commence à se dégrader dans le temps, ça ne veut pas dire que dès que je rentre un modèle, c'est mon nouveau modèle de production et c'est fini. En général, on va avoir une période de couveuse où j'ai entraîné un modèle avec mes nouvelles données, je vais l'A/B tester ou je vais le mettre en comparaison comme s'il était en production, mais je vais garder mon ancien modèle. Puis ensuite, si j'ai validé sur quelques jours, quelques semaines que ça a des bonnes performances, là ce sera mon nouveau modèle qui est en production, qui est utilisé en live. Alors après, forcément, il y a peut-être, en fonction de la criticité du projet du modèle, peut-être des formes d'astreinte à réaliser, mais en général, si on met en place tous ces mécanismes-là, je pense qu'on peut les éviter en grande partie. Pablo, tu dis mais non, en fait, le risque, c'est le même qu'un projet classique, parce qu'en fait, une fois que le modèle est rodé, en production, testé, au final, c'est qu'un composant logiciel de plus, et il n'a pas plus de chances d'exploser. Enfin, j'ai envie de dire que c'est plutôt l'interface web qui a plus de chances d'exploser que le modèle en lui-même. Le modèle, généralement, on l'a entraîné sur beaucoup de données. Il n'y a pas de raison particulière pour que ce soit ce maillon de la chaîne logicielle qui casse. Oui, mais du coup,
ce nouveau composant, il doit être injecté dans des équipes de prod qui, elles, n'ont pas l'habitude de ces cycles de vie de modèles qui itèrent rapidement. Et donc là, ce qui manque, c'est la gestion du changement. Parce que derrière, vous faites une mise en prod chez des équipes qui n'ont pas l'habitude d'avoir ces cycles de vie. C'est pour ça que quand on dit agile, c'est aussi une organisation à mettre en place autour. Oui, mais l'agilité, on en parle beaucoup pour le build. Donc là, les équipes de build sont très volontaires pour être agiles, mais parler de l'agilité aux équipes de prod, et là vous allez voir que vous allez rencontrer la vraie vie, c'est-à-dire les gens qui sont inquiets quand on leur demande de changer toutes les semaines des évolutions. C'est pour ça que Nathan parlait de DevOps. Oui, mais le changement de DevOps, excusez-moi, mais ça se fait pas comme ça. Hein. Ah, ça se fait pas comme ça. On a sur un projet embarqué pendant 3 mois complets une personne de la prod dans nos équipes pour qu'elle se rende compte de toutes nos problématiques, pour qu'ensuite elle puisse avoir connaissance de ces bonnes pratiques au sein des équipes de prod. Et après, on a aussi expliqué comment est-ce que c'est censé fonctionner. Finalement, la partie entraînement, c'est un batch qui est lancé tous les X jours ou semaines. La partie prédiction, c'est quelque chose qui est lancé sur un temps réel. Enfin bref, on explique ça sur un point de vue développement logiciel et production. Par contre, c'est nécessaire que, en tout cas ça a bien marché, que quelqu'un de la prod ou le DevOps ait ses appétences data et ces connaissances-là pour les mettre en pratique directement.